peut-être aller rapidement vers dans le fond du sujet, à savoir quels sont les objectifs véritables d'Israël, voire derrière des États-Unis dans ce dossier, dans cette guerre, dont on rappelle qu'elle est une guerre d'agression tout à fait manifeste, où l'inversion accusatoire est à foison, on accuse systématiquement, et Netanyahou à peu près de tous les vices possibles. D'ailleurs, en cela, les propos de Netanyahou, on se demande s'ils ont la même agence de communication, sont à peu près équivalents à ceux de Zelensky, à la fois pour attirer les Américains dans le conflit, et quant à la façon dont la dénomination, les accusations portées à l'ennemi, c'est très très similaire. J'ai trouvé ça frappant. J'ai lu les derniers propos de Netanyahou. Ça ressemblait à ce que Zelensky dit à peu près depuis 2 ans, depuis 2 ans et demi, depuis 3 ans. Ah bah donc, oui. Rien d'étonnant à tout ça. Non, rien d'étonnant, mais des fois c'est tellement flagrant, c'est tellement grossier, il ne se cache même plus de ce genre de façon de fonctionner. Donc, est-ce que l'objectif, parce que là maintenant on parle carrément d'éliminer Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, est-ce que c'est ça l'objectif, faire tomber les têtes, faire tomber le régime en tant que tel, et le remplacer, ou bien est-ce qu'il y a une visée plus large quand on parle de Grand Israël, quand on parle de détruire l'ensemble de l'étranger proche? Quelle est ton analyse finalement des motivations profondes d'Israël, qui ont bien des buts de guerre quand même? Ah bah oui, alors il faut rappeler plusieurs éléments. Bon, déjà le premier, c'est le prétexte du nucléaire. Il faut l'évacuer assez rapidement, hein. Ça, c'est pour que les droits tardés biberonnés par CNews croient encore à la cause d'Israël défendant l'Occident face à la menace. Enfin bref, le truc qu'on a déjà débunké, comme on dit aujourd'hui, depuis un petit moment. Ça, donc voilà, c'est le prétexte qu'on sert. D'ailleurs, qui n'a pas duré très longtemps, puisque très rapidement, Netanyahou, lui, il a joué carte sur table, hein, il nous a servi ça au départ. Ça a duré 24 heures, et puis samedi, dans la fin de journée, il nous a dit, il a dit au peuple iranien, nous sommes vos amis, nous ne sommes pas vos adversaires, nous vous connaissons très bien, hein, et ça, c'est très important de le noter, parce qu'il y a effectivement une antériorité des rapports. Alors lui, quand il parle, il a l'impression qu'il parle pour tous les juifs du monde, hein, parce que quand il dit « nous vous connaissons très bien », ça veut dire le peuple juif connaît très bien le peuple perse, et ça c'est une vraie, une vérité historique, hein, qu'il faut rappeler. Alors Netanyahou, il dit « voilà, on est vos amis, on est là pour vous aider, on est là pour vous aider à changer de régime. On est là pour que vous chassiez les tyrans qui vous oppressent. Israël est votre ami. » Voilà, et donc là, il joue carte sur table. Parce qu'on comprend bien que le nucléaire, dans tout ça, ma bonne dame, on le passe vite pour perdre tes profits, parce qu'on a bien compris que là-dessus, il n'y avait rien de factuel de plus que ce qu'Israël nous sort depuis 20 ans. Hein, c'est pas, on aurait encore, comme ce qui s'est passé au début des années 80 avec l'opération contre la centrale aux Irak en Irak, la centrale aux Irak, la centrale nucléaire civile fournie par la France à l'Irak, elle était sortie de terre, hein, elle était en très large état d'avancement dans ses travaux, et que la chasse israélienne ait décidé que même ça, il fallait pas que les Irakiens le possèdent et qu'on le détruise. Bon, la centrale, tout le monde pouvait savoir qu'elle était là. Mais là, les histoires de l'AIEA qu'on nous sert à satiété, oui, alors ils sont à 40%, à 50%, et demain, ma bonne dame, ils rasent gratis, ils seront à 70%, etc. Bon, ça fait 25 ans même que ça dure, je crois, ou 20 ans, enfin bon, bref, ça n'a aucun sens, aucun sens. Donc la réalité, c'est que ça fait un peu plus d'un an, et ça, les gens malheureusement qui ont une mémoire courte et très courte même, ont oublié la séquence dans laquelle s'inscrit cette attaque, cette agression. C'est-à-dire qu'on a un scénario qui est, semble-t-il, très lisible pourtant, qui commence par l'élimination du président Raisi.
Alors, on nous dira encore aujourd'hui qu'on n'est pas sûr que son hélicoptère ait été abattu, saboté, ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il est mort dans des circonstances qui restent non élucidées, à la veille des élections présidentielles en Iran, et puis avec son ministre des Affaires étrangères. Et puis tout ça s'est déroulé pas loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, qui, je le rappelle à nos amis droitardés et mauriens, est un allié d'Israël, qui est armé par Israël pour attaquer nos frères arméniens et faire de l'épuration ethnique dans le Haut-Karabakh. Voilà, donc le judéo-christianisme si cher aux Émoriens, on repassera. Et donc, comme par hasard, donc cet accident, cette disparition se déroule dans ce secteur géographique. Et je me souviens, j'étais avec toi quand j'en ai parlé la première fois publiquement, ainsi qu'avec François Martin. Je disais, attention, il y a la possibilité que ce soit les Israéliens, il y a la possibilité aussi, que personne n'avait évoqué à l'époque, que ce soit les Iraniens eux-mêmes, entre eux. Peut-être d'ailleurs, on pouvait aussi considérer que les Israéliens auraient pu aider une faction iranienne à se débarrasser de lui. C'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, ce brave homme est mort. Hein. Je dis ce brave homme, c'est une tournure de phrase, bien évidemment. Derrière, on a une élection présidentielle et au cours de cette élection, on a un candidat qui nous est présenté unanimement par les médias de grand chemin comme étant un modéré. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une ligne dure contre Israël ou contre d'autres pays, notamment l'Arabie Saoudite. Hein. C'est un gars qui dit on va poursuivre notre rapprochement qui a été entamé depuis le Ramadan 2023 avec l'Arabie Saoudite. Et donc, on se dit, on va donc trouver un terrain d'entente pour faire cesser la guerre civile au Yémen, etc. Et normaliser nos relations. Donc, on a ça comme première séquence. Ensuite, pour montrer à quel point, alors s'il y a bien eu un attentat, soit mené par le Mossad seul, soit le Mossad ayant aidé des intérêts divergents en Iran à se débarrasser de Raisi, ça prouve déjà qu'il y a une faille de sécurité majeure en Iran dès ce moment-là. C'est sûr. Ce sentiment est renforcé quand le 30 ou 31 juillet suivant, l'année dernière, Ismaël Haniyeh, le patron du Hamas, qui se rend à l'inauguration, à la prise de pouvoir du nouveau président iranien, est assassiné en plein Téhéran. Et de manière, si je peux me permettre cette expression, de manière extrêmement chirurgicale. C'est-à-dire qu'il a été ciblé, lui, en plein milieu de la ville. Et là encore, on se dit immédiatement, alors ça paraît bizarre parce que ça n'a pas fait grand bruit, enfin sa mort oui, mais les circonstances de sa mort, il n'y a personne, à part le camarade Thierry Messant bien évidemment, dont je souligne qu'une partie de tout ça, il l'avait déjà dit lui aussi à l'époque, c'est comment c'est possible qu'en plein milieu de Téhéran, alors qu'on est au moment de l'inauguration du nouveau président, de la prestation de serment du nouveau président, on ait une capacité de commettre un attentat contre un dirigeant aussi important à ce moment-là. Enfin, il faut bien qu'il y ait des complicités quelque part. Et on sait bien, alors les gens pourraient me dire, ah ben oui, mais les services israéliens n'ont pas revendiqué sa mort. Rappelez-moi, depuis 1948, à quel moment les services israéliens ont revendiqué la mort d'un de leurs ennemis? Jamais. Voilà, c'est une tradition des services israéliens et elle va durer longtemps encore, je crois. Donc voilà, donc on a ça qui, encore une fois, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe à Téhéran pour que les Israéliens arrivent à infiltrer des agents aussi facilement, localisent une cible aussi importante et arrivent à s'en défendre? C'est qu'il y a des complicités quelque part, et pas des complicités au niveau, je ne sais pas moi, du commissariat local. Il faut bien comprendre que là, on parle de complicité dans l'appareil sécuritaire de l'État iranien. Bon, on voit ensuite, troisième phase, on voit ensuite à l'automne, le Hezbollah se prendre une claque monumentale en trois séries, enfin en trois phases, de la part d'Israël. Et la plus importante, mais alors il y a eu la plus spectaculaire qui est les beepers, mais la plus importante, c'est la mort de Nasrallah, le patron du Hezbollah, en plein Beyrouth, avec une frappe sur le quartier général du Hezbollah, à un moment clé
où très peu de personnes peuvent être capables de savoir que Nasrallah et son état-major étaient présents. Et là encore, on s'interroge sur qui a renseigné les Israéliens pour qu'ils puissent mener cette frappe aérienne avec efficacité à ce niveau-là. Et là encore, Thierry Meyssan a fait partie des premiers pour nous dire, bah, c'est évident que comme ce qui s'est passé avec Ismaël Haniyeh, des gens à Téhéran ont eu intérêt à donner des informations aux Israéliens pour se débarrasser de Nasrallah, parce que, comme je l'ai expliqué autour de la mort de Raïssi l'année dernière, on n'a pas un État monolithique complètement lisse, sans aucune aspérité à Téhéran, comme d'ailleurs dans aucun pays du monde, et pas plus dans les dictatures que dans les démocraties. Il y a toujours des factions. Vous avez beau avoir la dictature la plus serrée possible, sauf peut-être à la fin, après la Seconde Guerre mondiale du régime de Staline, où il avait tellement éliminé d'opposants qu'il lui en restait plus beaucoup. Mais même là, il y avait encore des factions au sein du Politburo, notamment Beria d'un côté, Khrouchtchev de l'autre, et ça donnera ce qu'on sait une fois Staline mort. Donc, il faut bien comprendre qu'en Iran, on a affaire à des gens qui ont des intérêts à la tête de l'État qui sont divergents. Ces intérêts divergents sont marqués en particulier sur des fractures économiques, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont profité de l'embargo américano-occidental depuis les histoires justement autour du nucléaire pour s'enrichir, et comme par hasard, je le dis tout de suite, j'avance un petit peu rapidement, la majorité des gens qui ont été tués par la frappe initiale de la nuit de jeudi à vendredi par les Israéliens sont comme par hasard des gens qui appartiennent à cette faction. C'est-à-dire que c'est des gens qui appartiennent à cette faction, notamment qui est symbolisée par les gardiens de la Révolution, qui profitent des sanctions économiques contre l'Iran pour s'enrichir personnellement ou leur famille ou les intérêts de leur clan. Voilà. Et de l'autre côté, on a des gens qui, eux, et c'est probablement eux qui sont à la manœuvre derrière toutes ces failles dans le système de sécurité iranien, qui, eux, s'appauvrissent depuis 20 ans à cause des sanctions et qui en ont marre, qui n'étaient pas du tout partants et très intéressés par tout ce qu'avait développé Soleimani, l'ancien patron des gardiens de la Révolution, avec son fameux axe de la résistance, et qui ont décidé de laisser fuiter tout un tas de choses vers Israël ou vers les États-Unis ou les deux en même temps pour fragiliser le régime et obtenir la liquidation du régime. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont liquider tout le régime, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui doivent changer pour ces gens-là. Dernière faille dans le système iranien mis en place par Soleimani, qui montre encore que là aussi on a un petit problème de cohésion. C'est ce qui s'est passé ensuite après la destruction, la décapitation du Hezbollah, c'est la Syrie qui s'effondre. La Syrie qui était le grand allié de Téhéran et pour lequel Téhéran avait sacrifié mais vraiment au sens littéral du terme, des milliers d'hommes, notamment des gardiens de la Révolution, qui sont venus se battre à côté de l'armée de Bachar el-Assad contre Daesh. Donc, on voit que tout le périmètre défensif qu'avait installé Soleimani dans ce fameux axe de la résistance, aujourd'hui, il ne reste plus qu'un pion, mais qui, étant géographiquement excentré, ne pose pas de véritable problème, c'est Ansar Allah au Yémen, qui, lui, n'a pas été neutralisé, mais il n'y a pas besoin pour atteindre Téhéran de le neutraliser comme les autres. Mais on voit que tous les autres, en un an, ont été éliminés les uns après les autres. Et ça n'a pas pu avoir lieu sans qu'à la tête de l'Iran, des gens facilitent le travail des Israéliens et des Américains. Ce n'est pas possible. C'est ça.